Bonjour tout le monde, bonjour et merci de nous accueillir dans votre salle de classe. Mon nom est Denis Guertin. Je suis situé à Ottawa. Puis ça me fait plaisir d'être ici pour vous présenter la vidéo que nous allons partager avec vous. Euh, la vidéo est intitulée Dialogue de survivants avec notre invité Richard Kistabiche. Son témoignage a été préenregistré et nous allons le partager avec vous. Monsieur Kistabiche, c'est un Algonquin de la Première Nation Abitibi-Winnie. Il a été administrateur et gestionnaire du comité de santé Kitsisakik, chef de la Première Nation Abitibi-Winnie et grand chef du Conseil algonquin du Québec pendant 2 mandats. Nous sommes très heureux d'accueillir ce matin, cet après-midi, Richard Kistabiche. Bien, bonjour les enfants, bonjour les grands, bonjour les petits. Je suis très content d'être ici aujourd'hui pour vous raconter un peu de mon histoire. Quand j'ai rentré au pensionnat à l'âge de 6 ans, puis j'ai commencé vraiment à l'âge de 7 ans à apprendre les nouvelles choses qu'on devait me montrer. Un autre mode de vie que celui de vivre dans le bois. Alors, quand je suis arrivé au pensionnat à cet âge-là, je ne comprenais pas ou ne disais pas un seul mot en français. Je ne comprenais absolument rien quand on me parlait en français. Alors, j'ai dû apprendre à écouter. J'ai dû apprendre aussi à savoir comment parler, mais la façon qu'on m'avait dit de parler, ça ne correspondait pas du tout à ce que j'ai déjà vécu ou à ce qui m'est arrivé comme enseignement, tu sais, comme instruction, comme éducation. C'était totalement différent. Et alors, les, quand on est enlevé comme ça, quand on arrive comme ça, tout enlevé de nos parents, le contact qu'on avait avec nos parents, on se sent un peu perdu. On se sent, comment je dirais, donc, il manque quelque chose. Comment ça se fait que c'est comme ça? On- nous sommes convaincus, nous autres, les enfants, à cet âge-là, on était convaincus qu'il y avait eu une erreur quelque part. Une, une- une- une chose qui nous avait pas été dite, ni par nos parents, peut-être ni à nos parents non plus, mais surtout pas à nous. Nous nous rendons à cette bâtisse-là, à cette building-là, on ne savait pas c'est quoi qui nous attendait là. Mais on était convaincus qu'il y avait une erreur, donc on allait retourner le soir même chez nos parents. Mais ça n'allait jamais arriver. Quand la nuit est tombée, on a été obligé d'aller se coucher. On avait des dortoirs, on ne savait pas du tout, puis on pleurait beaucoup. Moi j'ai pleuré presque toute la nuit, puis le lendemain, on était sûr qu'on allait retourner, mais à un moment donné, on n'avait plus nos vêtements. Nos vêtements ont été enlevés, puis il fallait mettre des nouveaux vêtements, des choses qui ne m'appartenaient pas. Donc, c'était la première chose qu'on a réalisée, c'est ils nous ont volé nos vêtements. Alors, on s'est habillé avec ce qu'on avait mis durant la nuit dans nos chambres, pas dans nos chambres, dans le dortoir, et on s'est habillé. Le lendemain, il fallait que tout le monde se réveille aussi. Il fallait aller manger, mais c'était pas mangeable ce qu'ils nous donnaient. C'était pas. Je crois que c'était du gruau qu'ils nous ont donné en premier, mais du gruau qui n'est pas cuit comme fou. Là. Tu sais, il y avait des gros motons là-dedans, des affaires qui n'étaient pas mangeables. Mais je veux dire, c'était dégueulasse. Puis c'était juste ça qu'il y avait. C'était comme une pitance. Ça me faisait penser à la nourriture que mon père faisait pour donner aux chiens. Là, tu sais, un mélange d'avoine avec du poisson dedans, puis il mettait ça pour nourrir le chien. Je me sentais traité exactement comme ça.
Et puis le lendemain, ça a été pareil. On attendait le retour de nos parents ou on attendait le truck qui nous ramènerait chez nous. Ça ne s'est jamais arrivé. Et c'est là qu'on a commencé à réaliser que vraiment, il y avait quelque chose de pas normal, qu'on allait vivre quelque chose de terrible là, à partir de ce moment-là. Et puis, il fallait aller, après avoir été mangé, il fallait aussi aller en classe. La classe, on ne comprenait absolument rien de ce qui se passait dans la classe. On avait beau dire des mots en français qui sont très simples aujourd'hui, on ne comprenait rien. On était totalement, totalement perdu. Totalement perdu. J'aimerais que vous fassiez cette expérience-là à un moment donné aussi, d'être dans un endroit dans lequel vous n'avez jamais été auparavant, puis qu'on essayerait de vous instruire des choses que vous devez faire, vous dire des choses que vous devez faire. Ce n'est pas évident, c'est très traumatisant, ça fait mal. Ça fait très mal. Tu sais, on est dans une zone où on a envie on a juste envie de pleurer, puis on a envie de crier aussi pour qu'on vienne nous chercher. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Puis la journée numéro 2, la journée numéro 3, il fallait aller prendre une douche. Moi, aller prendre une douche, c'était une expérience unique. Tu te déshabilles, puis là, tout d'un coup, à travers un trou dans le mur, il y a de l'eau qui sort. Puis il y a de l'eau qui se jette sur toi. C'est comme s'il pleuvrait en dedans dans la maison. J'ai trouvé ça super intéressant de voir de l'eau tomber, puis c'est comme si on était dehors à la pluie. Nos parents nous laissaient dehors à la pluie dans le bois parce qu'on n'avait pas de douche, justement. Mais là, il y avait de l'eau en dedans. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire à vivre. Mais en même temps, il y avait un bonhomme dans le coin, un monsieur qui nous regardait. Il disait qu'il nous surveillait. Mais en fait, c'était un voyeur. On a su beaucoup plus tard que ce monsieur-là, ce prêtre-là, faisait des choses terribles à certains enfants. Il les violait littéralement. Là. Il y avait des abus physiques dans certains cas, des abus sexuels. Il, il, il s'apprêtait à des choses ignobles, cruelles. Tu sais, on se faisait toujours humilier, on se faisait toujours battre, on se faisait toujours tirer les oreilles, on se faisait toujours prendre le chignon du cou. C'est comme s'il nous forçait à comprendre le plus vite possible les mots qu'il disait. Moi, la phrase suivante, René joue avec son ballon. C'est la première phrase que j'ai appris en français et je n'avais pas la moindre idée de ce que ça voulait dire, mais pas la moindre idée. C'est un peu quand vous m'avez écouté tout à l'heure dire les premiers mots, vous n'aviez absolument rien compris. Alors moi, ce que j'ai fait semblant de comprendre, même en sachant que je ne comprenais absolument rien. J'ai répété la phrase « René joue avec son ballon ». Quand je réussissais à dire cette phrase-là, j'avais réussi. Même si j'ai rien compris, même si je comprenais rien, j'avais réussi. C'était un drôle de feeling que de te faire dire quelques années plus tard, quand j'ai réalisé ça, de te faire dire que tu as réussi quand tu comprends absolument rien de ce que tu viens de dire. Ça fait comme étrange. Hein? Ça fait pas sincère. Ça fait pas vrai. Ce sont les premiers mensonges qu'on a vécus. Ce sont les premiers menteries qu'on nous a mis en tête. Après ça, les autres menteries ont suivi tranquillement, pas vite, en nous faisant humilier. Ta langue est pas bonne. Ta culture
elle ne sera jamais utile dans ta vie. Tes parents ont une très mauvaise influence. Tes parents, ce sont des ignorants. Tes parents, ce sont des sauvages. Tes parents ne valent absolument rien. Puis on va te répéter ça à tous les jours, cette phrase-là. Ce soir, je vous invite à aller voir vos parents puis à les regarder dans les yeux puis dites-leur ça. Maman, tu ne vaux rien. Voir comment est-ce qu'ils vont réagir. C'est une expérience absolument abominable, je vous le dis. Si vous le faites, vous allez comprendre un peu le feeling que j'ai, le feeling que je me sens, comment est-ce que je me sens à cet âge-là, puis que j'ai grandi avec ce feeling-là, avec ce sentiment-là. Je suis devenu un très mauvais garçon. Je suis devenu un très mauvais garçon. Mais ma mère me disait tout le temps, depuis l'âge de ma naissance jusqu'à temps que j'aille au pensionnat, il m'a toujours dit, les bons garçons sont toujours récompensés. Alors qu'à partir de ce moment-là, j'allais devenir seulement qu'un très mauvais garçon. Donc, je n'aurai plus jamais aucune récompense. Si je persiste, si je reste comme ça, à haïr, on a rempli mon cœur de haine à tous les jours, à haïr ma langue, à haïr ma culture, et même à haïr mon nom. Mon nom, quand je suis venu au monde et après, c'est Igena Gouzi. Ça, c'est mon nom. Igena Gouzi. On me l'a enlevé, ce nom-là. On m'a appelé Richard Kistavich. Quand on m'a dit que je m'appelais de même, je ne savais pas qui était Richard Kistavich. Absolument pas. Je l'ai appris avec le temps. Quand on me criait mon nom, Richard, puis que je ne tournais pas, j'en mangeais toute une à chaque fois pour dire, c'est ton nom maintenant, c'est Richard. Et voilà, je suis Richard Kistavich. Mais mon vrai nom, c'est Igena Gouzi. Plus tard, Igena Gouzi, pour ceux qui seraient intéressés à savoir c'est quoi que ça veut dire il est comme ça. Excusez, il est comme ça. Mais c'est en mémoire d'un de mes ancêtres qui s'appelait Igena Gouzi lui aussi. Et sa fonction dans la vie, c'était de conter des histoires, de raconter des histoires. Mais les histoires, ce n'étaient pas des histoires comme vous l'entendez, comme des légendes ou des contes. Pour nous, ce que vous considérez comme légende et comme histoire, pour nous, c'est la vérité. C'est ce qui est arrivé, c'était notre perception. Il nous a transmis ces connaissances-là en utilisant ce genre d'histoire-là. Et c'est comme ça que j'ai grandi durant mes premières années, à observer, à connaître l'histoire des arbres, des animaux, des poissons, des oiseaux. Ils ont chacun une fonction. Ces êtres-là que j'appellerais, ces choses vivantes. Ils ont chacun une histoire et ils nous apportent ça à nous pour qu'on puisse devenir un meilleur Anishinaabe, un meilleur humain, si vous voulez. Anishinaabe, ça veut dire humain, humain de rien. Anishinaabe, humain de rien. Parce que quand on vient au monde, c'est possible. Quand vous remarquez un bébé qui vient au monde, il a besoin d'aide, il a besoin de se faire tenir, il a besoin de se faire nourrir, il a besoin de se faire changer sa couche. Il a tout le temps besoin de quelqu'un. Nous autres aussi, les premiers Anishinaabe, il y a eu tout le temps besoin de quelque chose. C'est comme ça que les animaux nous ont aidés, c'est comme ça que les arbres nous ont aidés, c'est comme ça que les poissons nous ont aidés, c'est comme ça que les oiseaux nous ont aidés. Puis c'est comme ça qu'on est devenu des Anishinaabe, puis on s'est développé.
On a appris des choses, nous avons acquis de l'expérience, nous avons augmenté notre capacité, démontré notre habilité. Et c'est ça l'histoire de chez nous. C'est ça qu'on ne vous raconte pas dans les livres. C'est ça que la société ne véhicule pas. Il véhicule plutôt des images négatives de nous. On est des Indiens paresseux, on est des Indiens alcooliques, on est des Indiens qui foutent à rien, on est des Indiens qui ne veulent pas travailler. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont des mythes. Ce n'est que des mythes, tout ça. Nous avons été mis dans des situations pour qu'on ne devienne comme ça. La perception a fait son boulot là-dedans et il a été transmis jusqu'à nous, ces perceptions-là. C'est vraiment la formule qui a été utilisée pour nous dénigrer, pour qu'on puisse avoir une très mauvaise image de nous dans la société. Alors, il est temps qu'on fasse une restauration de notre image, de notre savoir, de démontrer notre savoir-faire. Vous savez, en Abitibi, ici, là, ça fait 9000 ans que les scientifiques, les anthropologues et tous ceux qui ont étudié l'histoire, je dis, ça fait 9000 ans qu'on est ici. La ville de Val-d'Or vient de célébrer à peine ses 75 ans. Montréal vient de célébrer quoi? Ses 375 ans. C'est jeune en maudit comparé à 9000 ans. Hein? Alors, pour rester ici pendant 9000 ans, il a fallu être un petit brin intelligent, un petit brin de savoir-faire. Il fallait s'adapter. Et nous l'avons acquis, ce savoir-là. Nous l'avons acquis aussi, ces habilités-là. On sait comment survivre. On sait comment vivre, surtout. Survie, c'est votre manière de faire les choses. Nous autres, on vivait en harmonie avec ces choses-là, en prenant soin de tout ce qui se passait, en observant. Bon, le système d'éducation dans lequel moi j'ai été élevé, ça s'appelle le Tikinagan. Tikinagan, c'est la planche dans laquelle on attache un bébé sur cette planche-là et on le maintient soit couché, soit debout. En étant debout, on peut développer dès l'âge des premiers jours, un jour, 2 jours, 3 jours, dès cet âge-là, on commence à développer déjà notre vue, notre odeur, notre oreille, notre bouche, puis surtout comprendre pourquoi les bruits, ils sont là. Moi, les premiers bruits que je faisais, c'était bien simple. Soit que j'avais un gros tas de marde dans ma couche, soit que j'ai faim, soit que je ne suis pas au sec, puis que j'ai faim. C'était ça, les cris. C'était les premiers mots, c'était nos premières paroles. C'était facile de reconnaître tous ces cris-là. Il y avait un cri pour chaque chose différente, comme les animaux, comme les humains aussi. Les humains, on a formé des mots, on a formulé un vocabulaire. Nous avons développé une langue. Et cette langue-là est encore vivante aujourd'hui, mais elle est en voie de disparaître à cause du système des pensionnats dans lequel on nous disait que la langue n'était pas bonne pour nous, notre culture n'était pas bonne pour nous, notre spiritualité, notre nourriture de l'âme n'était pas bonne pour nous, alors que c'était complètement un mensonge, une façon de nous mentir, une façon de nous ancrer de la haine dans nos cœurs et dans notre âme. C'est vraiment ignoble. C'est cruel de faire ça à n'importe quel individu, n'importe quel humain sur la planète. On ne peut pas faire des choses comme ça à un humain. Il ne faut pas être saint d'esprit pour performer de telles activités chez un autre humain. Non, on ne peut pas être saint d'esprit. C'est vraiment un déséquilibre, des malades mentaux que je pourrais dire, qui nous ont fait faire ça.
Puis ça a été répandu à toutes les couches de société, cette façon de nous traiter, cette façon de nous regarder, cette façon d'avoir une relation avec, les, avec les autres humains du pays. Ça n'a aucun espèce de bon sens, ça. Mais on a su survivre, on a toujours su comment faire pour arriver à passer au travers. On nous a rendus invisibles. On s'est tenu tranquille. On n'a pas fait de guerre. C'est pas dans notre nature, ça, de faire la guerre. C'est pas dans notre nature, ça, de haïr quelqu'un. La haine est venue au monde par après, beaucoup plus tard dans nos cœurs. Et malheureusement, ça a créé une espèce de grand chaos social dans ma communauté, un désordre épouvantable dans les réserves, dans les communautés. On se reconnaît presque plus des fois à qui on est, à qui on était. L'identité de notre personne a été complètement démolie, a été remplacée par une autre identité qui ne fit pas pantoute à ce que nous étions. Ça ne correspond pas du tout. Fait qu'on a eu des suicides, on a un, un, un très haut taux de suicide chez nous, à cause justement qu'on manque, qu'on manque d'instruction de ce qu'on est, de ce qui on est. On n'a pas d'histoire. Les seules histoires qu'on peut vous conter, ce sont des affaires épouvantables à notre égard. Mais on est beaucoup mieux que ça. On est des gens qui étaient vraiment beaux, mais vraiment beaux. Aujourd'hui, je, je mets ma vie surtout au travail pour renverser les tendances qu'il y a actuellement des couches de la société à notre égard, de les rendre un petit peu plus beaux, de les rendre attirants, de nous faire venir. Nous pratiquons aujourd'hui le retour de certaines de nos traditions. On commence toujours par les powwows aujourd'hui. Je vous invite à y aller au powwow. Quand vous attendez quelque chose, qu'il y a un powwow qui se présente durant l'été, allez-y. Allez-y. Vous allez être accueillis, je vous le garantis. Nous sommes un peuple qui est très accueillant. On l'a démontré lors de l'arrivée. Lors de l'arrivée, les gens qui étaient sur ces grands bateaux, ils ne savaient pas comment procéder pour vivre ici. Ils ne savaient pas comment procéder ici, procéder à bien vivre. On leur a montré, on les a reçus, nous les avons nourris, nous, nous avons surtout en premier, on les a lavés surtout en premier parce qu'ils sentaient mauvais. Tu sais, 3-4 mois dans un bateau pas de douche, là, ça sent le petit monsieur à un moment donné, ou le gros monsieur. Dans ce cas-ci, on peut dire que c'est des très gros monsieur. Fait qu'on les a lavés, on les a nourris, on les a accueillis dans l'amour, dans le respect, dans notre générosité. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont survécu aussi. Et c'est ce qui a fait le début des relations avec les nouveaux arrivants. Nous les avons accueillis au lieu de les rejeter. Mais le bébé est devenu gros, grand, puis est devenu greedy. Je ne sais pas comment dire ça en français. Le mot greedy, c'était un beau mot en anglais, greedy. Il était devenu gourmand. Il voulait tout avoir. Il y a même des histoires chez nous qui disaient qu'il voulait avoir la terre. Il y avait eu des Indiens, des histoires qu'on m'a contées aussi. Il y avait même eu des Indiens qui ont
qui ont donné de la terre à une espèce de général. Ils l'ont fait avaler de la terre. Parce que c'est ça qu'il voulait. Il voulait avoir de la terre. Alors, on lui a donné de la terre, puis il s'est étouffé, puis il est mort. C'était pas drôle peut-être, là, mais le contexte est différent aujourd'hui. Mais dans le temps, j'imagine que c'était drôle, mais quand que le gars il est mort, ben là, ça a arrêté d'être drôle. Puis c'est là qu'on a essayé de comprendre pour la première fois le concept d'être propriétaire d'un territoire. C'est quelque chose qui ne rentrait pas dans notre philosophie, dans notre concept. Ça. Être propriétaire d'un territoire. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à digérer ce concept-là de possession. Et c'est comme ça aussi que, à cause de ce concept-là, nous avons été dépossédés de nos territoires. Ce que je veux dire par dépossédé territorial, c'est qu'on nous a enlevé le contact qu'on avait avec le territoire, avec le terrain. On nous a enlevé ce contact-là qui faisait qu'on était en équilibre, qui faisait que nous conservions notre esprit sain et notre cœur sain. Et à ce moment-là, ça a fait que ça l'a créé, cette coupure-là, elle a créé des choses épouvantables. Mais ce n'était pas suffisant de nous enlever cet accès-là au territoire. Il fallait qu'ils enlèvent les enfants avec ça. Ils enlèvent les enfants. Ça, c'est pas bien, c'est criminel. C'est criminel. Des fois, on entend parler qu'il y avait un père qui a kidnappé son enfant. C'est criminel. Toute la police court après lui. Puis une fois qu'il est attrapé, ben, soit qu'il meurt, soit qu'il passe en cours, puis on le charge d'un crime. Mais laissez-moi vous dire que cet épisode des pensionnats, dans lequel il y a plusieurs enfants qui ont été enlevés de chez eux, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Nous avons vécu ce crime-là. Nous sommes les victimes de ce crime-là. Pour qu'on puisse nous croire à cette histoire-là, ça nous prend des gens comme moi qui ont survécu à ce crime-là, à cet rituel-là, à cette activité criminelle des autorités, les premiers ministres, les ministres, tantôt fédéral, tantôt provincial. Puis qui étaient les complices? C'étaient les religieux, les églises, ceux qui croient en Dieu, ceux qui nous ont dit que Dieu est tout-puissant. Ce sont des représentants de Dieu. Quand on contait ces histoires-là à nos parents ne pouvaient pas croire que c'est ça qui nous arrivait, qu'on nous maltraitait à l'école, qu'on violait les enfants, qu'on martyrisait les enfants, qu'on les battait, ces enfants-là. La moitié des enfants qui ont fréquenté les pensionnats, la moitié des enfants, la moitié ne sont jamais retournés chez eux. On a avancé le chiffre de 150 000 enfants qui ont fréquenté l'école des pensionnats. Puis il y en a 75 000 qui ne sont jamais retournés chez eux. 75 000 enfants qui n'ont jamais retourné chez eux. On appelle ça un crime contre l'humanité. C'est sûr que c'est de l'histoire, mais ce sont des histoires qui sont vraies. C'est arrivé, puis les coupables, on ne les connaîtra jamais. Nous n'allons jamais les condamner, ces personnes-là qui ont fait ces crimes-là.
mais c'est quand même un épisode épouvantable dans l'histoire du Canada que cet épisode-là des pensionnats. Et moi qui est allé là à l'âge de 6 ans, puis que je m'en suis ressorti avec un cœur plein de haine, qui voulait surtout, qui ne savait pas qui j'étais, qui ne savait pas qu'est-ce que j'allais devenir. Une grande majorité, ils se sont non seulement pas retournés chez eux, mais quand ils sont retournés, ils n'étaient plus chez eux. Même en étant chez eux avec leurs parents, ils n'étaient plus eux-mêmes. Il aura fallu à ce moment-là procéder à de sérieuses démarches de guérison. Certains ont passé au travers, d'autres, non, ils sont morts de cette démarche-là. Tantôt par le suicide, tantôt par des tentatives de suicide collectif. Mais on est encore là. Nous étions invisibles. Maintenant, nous nous montrons. La couleur orange est une belle couleur pour démontrer notre résilience, notre volonté de vouloir rester, mais surtout notre volonté de vouloir refaire une nouvelle relation. Il faut essayer d'entreprendre de quelque manière que ce soit un chemin vers la réconciliation. Et c'est ça qui est important aussi. Et il faut admettre des choses qu'on a faites dans le passé. De dire la vérité est une façon de réparer, est une première étape de la réconciliation. Alors, écoutez-nous, propagez ce message, écoutez ce message-là, puis surtout aidez-nous à restaurer notre image. Alors, merci, M. Kistabiche, et merci à vous, élèves et enseignants, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission spéciale avec le témoignage de Richard Kistabiche. Alors, juste un rappel qu'il va y avoir ce soir la journée nationale, l'émission nationale intitulée La Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, qui sera diffusée en direct sur APTN, CBC, Radio-Canada, CBC Gem, ICI Télé et ICI Tout TV, à 20h, heure locale, 21h dans l'Atlantique et 21h30 à Newfoundland. Cette émission-là sera suivie d'une émission spéciale qui est produite par CBC Manitoba. N'oubliez pas aujourd'hui de porter votre chandail orange, afficher de l'orange chez vous, à la maison, et puis sur les médias sociaux, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag Light Turtle Island Orange. Alors, au plaisir de vous revoir demain. Et puis, bonne journée nationale de vérité et réconciliation à tous. Au revoir.